Le Club 1906, l'émission 100% Racing en podcast. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club 1906. Triste prestation samedi soir à la Baie des Champs. Le Racing n'a pas été brillant ni même charmant. Il faudra plus séduire cette semaine dans les deux compétitions, surtout en Ligue Conférence, car Strasbourg en a fait une obsession. Soyez les bienvenus. On est ensemble comme tous les lundis avec, à mes côtés ce soir, Jonathan Elbling. Salut Dorian, salut tout le monde. Comment vas-tu, Jonathan ? Ça va. C'est une semaine à 2 matchs, donc ça va être une semaine animée, en espérant qu'effectivement on ait un autre visage que celui proposé du côté d'Auxerre. Mais finalement, il n'y avait que nous et notre manque d'objectivité qui ont fait croire que ça allait être facile du côté d'Auxerre. Parce qu'on avait quitté Strasbourg lors d'une série de chocs du haut de tableau, Lyon, Lens et puis Reims en Coupe de France qui était une heureuse qualification. Bon là on est un petit peu retombé quand même, mauvaise prestation à Auxerre. Ouais, après c'est pour ça, je pense que ni dans un sens ni dans l'autre, c'est pas parce que Strasbourg va gagner un match avec la manière qu'il faut faire en Ligue des Champions et c'est pas parce que maintenant tu as trébuché du côté d'Auxerre qu'il faut penser que tout est fini. Il reste 9 matchs, 27 points en jeu. Croyez-moi qu'on va encore faire un petit peu trembler ce haut de classement jusqu'à la fin de la saison. Je ne dis pas que je suis aveuglément confiant, mais je pense que c'était le match le plus difficile d'une longue série, celui-ci. Je suis quasiment persuadé, on en reparlera dans quelques semaines. Peut-être que je passerai pour un as qui comprend rien en foot, mais je pense que c'était le match. Mais je pense que c'était le match le plus compliqué. Mais quand j'ai dit qu'on allait gagner face à Lyon, personne ne me croyait non plus. Donc voilà. Tu n'es pas assez écouté. Je suis incompris. En face de vous, monsieur, Mohamed Sialiti est avec nous. Salut Momo. Salut Dorian, salut tout le monde. Comment vas-tu Momo ? Comme un lundi. La phrase de vieux. Voilà, comme un lundi. Bon là, on a une grosse semaine qui t'attend, mon cher Mohamed, parce que la Ligue des Champions et la Ligue Europa et Conférence sont de retour. Grosse semaine, puisque Ligue des Champions, la conférence Ligue avec le Racing et également le tournoi des 6 nations. C'est vrai. Clôturer cette semaine incroyable de sport. J'oubliais. Donc beaucoup de boulot, il y aura une grosse ambiance, mais on est prêt. Est-ce que Boris Coriol est prêt à lui aussi ? Bien sûr, comme tous les lundis. Comment vas-tu ? Très bien, très bien. Pas de but entre Auxerre et Strasbourg, Boris. Pas de but. Non, un triste match, mais il le savait parce que j'ai malheureusement loupé le match samedi soir. Je l'ai regardé en replay le dimanche après-midi. Bon. Donc je tremblais toute la soirée parce que j'avais les 18 ans de ma fille, pas de réseau, un vieux 0-0. J'essaie d'aller à la pêche aux infos chez différentes personnes et bon. Surtout que Valentine Barco était sur le banc. T'as passé un Et c'est mérité, voilà. Contrasté Quand on met pas Barco, les 18 ans de ta fille, mais Barco sur le banc, bon, samedi contrasté. Ouais, c'est ça. Bien les amis, n'hésitez pas à partager cette émission pour la faire connaître au plus grand nombre. Je salue bien sûr Florian Fischer aux manettes de cette émission. Messieurs, rentrons dans le débrief de ce triste match nul donc entre Auxerre et Strasbourg. Strasbourg qui sortait d'une série, je le disais, de chocs du haut de tableau pour affronter une équipe qui se bat pour le maintien. Auxerre était dans la zone rouge, mais la tâche, Jonathan Elbling, n'a pas été plus facile. On l'a dit, triste match nul à l'arrivée. Et on peut presque dire que c'est l'un des pires matchs, l'une des pires prestations de la saison en Ligue 1 pour le Racing. Ouais, après tu tombes face à des équipes qui vont de plus en plus refuser le jeu. Ça fait encore partie de l'apprentissage parce que cette saison, mine de rien, on n'en a pas eu énormément qui ont joué de cette manière-là. Auxerre a tout misé sur les contre-attaques, nous a mis en grand danger. Heureusement qu'on a eu un très très bon Mike Penders, encore une fois, j'ai envie de dire, parce qu'il est vraiment bon à chaque fois. Mais c'est décevant parce que cette équipe nous a habitués à autre chose ces dernières semaines et on s'est dit ça allait être facile. Vraiment, je rebondis dessus. Pour moi, c'était ça. Ce match-là, ça allait être. On allait se rendre la vie facile et on s'est rapidement rendu compte que ça allait être plus compliqué que prévu. Mais on est tombé face à une équipe d'Auxerre qui fait chier tout le monde. Qui a mis en difficulté Lyon, qui a fait match nul d'ailleurs à domicile face à Lyon 0-0 aussi. Donc je pense que j'ai pas vu le match, mais j'ose imaginer que c'était à peu près le même scénario. Face à Lille, ils perdent 4-3, face à Paris, ils perdent 1-0, face à Lens, ils perdent 1-0. Donc vous voyez, je suis persuadé que ce match, je me répète, je l'ai dit en préambule, mais c'était le plus compliqué. Et il faut apprendre de ça. Mais par contre, ça prouve aussi que lorsque tu fais tourner, ton 11 de départ descend d'un niveau. Il y avait les absences dernière minute de Guéladoué, de Junior Mwanga, la blessure de Diego Moreira qui est absent pour l'ensemble du mois. Je suis pas inquiet, vraiment pas inquiet après ce match, mais je suis pas encore rassuré. Il va falloir prendre des points. Là, on a 3 matchs à notre portée et je pense que là, si tu prends pas 9 points, effectivement, tu pourras dire adieu au top 6. Je m'attendais à un match compliqué. D'ailleurs, j'avais pronostiqué un match nul. Je ne voyais pas une victoire, je voyais un match compliqué. Mais de là à avoir un match aussi soporifique et ennuyeux, par contre, là, non, je ne m'attendais pas à ça. J'étais déçu. Alors déjà, déçu de la composition de départ. On peut se poser la question de savoir
qu'est-ce qui est la priorité du Racing aujourd'hui? Est-ce que c'est les coupes? Est-ce que c'est le championnat? Quand tu laisses ton meilleur buteur sur le banc, ton élément moteur du milieu de terrain sur le banc, ça peut poser question. Voilà. On en saura plus avec les matchs qui arrivent. Mais déçu des joueurs qui étaient présents, puisque les remplaçants, je mets les guillemets, n'ont pas marqué de points. Aucun quasiment, à l'image de l'équipe. Ça a manqué d'ambition, clairement. Ça a manqué de créativité. Ça a manqué de beaucoup de choses pour pouvoir gagner un match. Face à une équipe qui joue encore une fois sa survie, face à un bloc assez bas, on n'a pas su trouver les solutions. Maintenant, voilà, c'est aussi une équipe qui est engagée sur 3 tableaux, donc forcément beaucoup d'énergie. Une équipe qui était fatiguée, donc le turnover, je le comprends, mais pas sur des joueurs aussi importants pour moi. Voilà. Des absences également de dernière minute, comme Jonathan l'a dit, Doué qui était malade, un Moreira pendant un mois. Donc, quand tu additionnes le tout, ça fait quand même 4 joueurs cadres majeurs de l'effectif sur ce match-là, donc c'est pas rien. C'est pas anodin. Pour ceux qui font un peu de paris sportif, je pense qu'ils doivent le savoir. Le match avant la Coupe d'Europe, c'est toujours un match piège. Donc ça, c'est à prendre en compte. On l'a vu, Paris s'est cassé les dents. C'est super chaud. La Ligue 1, c'est important, certes, mais je pense qu'aujourd'hui, la priorité reste la Coupe d'Europe et la Coupe de France, où on est quand même en demi-finale. Il y a un calendrier qui est très chargé. Forcément, il tourne. Il y a peut-être le fait de lever le pied et aussi peut-être pas aller au contact, parce qu'il y a eu quand même des actions samedi soir où il n'y avait pas la même intensité en fait que d'habitude. Peut-être cette peur de se blesser. Le fait que Panicelli ne soit pas là, moi je comprends, et on le comprend encore plus à la sortie du match, parce qu'on se rend compte que si Panicelli n'est pas là, il n'y a personne pour le remplacer, pour claquer les buts. Donc c'est bien de le garder au chaud, de le garder pour les grosses échéances à venir, pour la Coupe d'Europe, pour la Coupe de France. Moi, je trouve que ça a été un match qui répond à plusieurs questions, notamment la profondeur de banc. On se rend compte qu'aujourd'hui, non, le Racing n'a pas le banc suffisant, et que les titulaires qu'on voulait justement les voir un peu sur le banc pour voir les autres et donner de l'air, en fait, ils n'ont rien montré. Et la deuxième chose, c'est Penders. Sans ce gardien, on a un gardien exceptionnel, et sans ce gardien-là, en fait, on perd le match, ça c'est sûr. Mais la vraie question, et tu le soulignes intelligemment, c'est qu'on parle de Panicelli. Ok, il n'a pas joué, tout le monde est déçu, dire oui, il aurait fallu mettre le 11 type, machin, bidule. Mais là, tu as les matchs couperés qui arrivent, tu as les matchs de Coupe d'Europe. Si Panicelli se blesse sur ce match, qu'est-ce qu'on va dire? À dire ah oui, mais le coach, il n'a pas fait tourner, là, il est blessé pour les matchs à élimination. J'aurais préféré inverser la situation, faire tourner contre Reims, qui est une équipe beaucoup plus en de portée qu'en championnat. Parce que Reims à la maison, alors certes, c'est un quart de finale, mais Reims à la maison, avec un Panicelli sur le banc, tu peux inverser la tendance en rentrant. Ouais. Mais après, ça dépend ce que tu préfères. C'est une vraie question. Est-ce que tu préfères finir dans ton top 6 et avoir une place peut-être en Europa League? Enfin, normalement, si, la 6e place, c'est Europa League, ou peut-être Conference League même. Hein. Ça dépend. Oui, voilà, c'est ça. Mais est-ce que tu t'assures une place dans le top 6, ou est-ce que tu vas chercher un trophée, parce que finir 6e et ne rien avoir, des fois, tu vois... mais le risque, c'est quoi? C'est de possiblement ne rien avoir au final. Non, mais Parce que si tu te sens un peu, si tu décroches du wagon de devant là, et que tu te fais éliminer en Coupe de France, bien sûr, c'est le risque, on est d'accord. C'est risqué. Mais je pense pas que je suis persuadé qu'en faisant ça, et puis d'ailleurs quand tu te dis il va les faire rentrer, et il les fait tous rentrer, tu vois un peu la différence, mais pas trop, parce que c'était. Et là, je viens de regarder les statistiques sur le match entre Auxerre et Lyon, juste vraiment pour un comparatif face à une équipe qui va viser la Ligue des Champions. Hein. Donc 0-0. 70% de possession de balle pour Lyon, 2,08 d'expected goal pour Auxerre, pour seulement 1,50 pour Lyon. En fait, on est un peu dans le même schéma. Tu vois, je pense que ça joue tout en contre, et cette équipe d'Auxerre, c'est elle qui n'est pas à sa place. Nous, je pense qu'on peut aller chercher allègrement la 6e place, mais la question, elle est là. Est-ce que tu veux faire une saison blanche et être en Coupe d'Europe? Oui, ok, c'est sympa parce que c'est l'objectif. Elle a été répondue par la composition. Aujourd'hui, pour moi, c'est très clair. Le Racing veut jouer les coupes et va mettre peut-être la Ligue 1 en second plan. En tout cas, là, de toute façon, on va vite être fixé. Le match, les demi-finales arrivent très vite. Donc déjà là, ça laisse quand même pas mal de matchs pour rebondir en Ligue 1. Ça va aller vite, exactement. Ça va être remiser. Donc, On reviendra plus tard sur ce top 6 et sur la hiérarchie qu'il faut faire sur l'un des 3 tableaux. On en reviendra plus tard dans l'émission. Entrons dans le détail de ce qui s'est passé dans cette partie. Finalement, ce Auxerre-Strasbourg a été un match nul au propre comme au figuré, où Strasbourg a manqué beaucoup de choses. Quelques situations légères pour la plupart, et surtout beaucoup de déchets techniques qui ont freiné et empêché d'être plus dangereux qu'Auxerre. Ouais, et puis tous. Hein. En fait, il n'y a même pas un jour. Moi, je sors pas. Penders.
C'est le Ouais, seul. à part Penders, effectivement, mais je ne sors pas un joueur du lot. Tout le monde a été en dessous. Alors après, à différents niveaux, il y en a qui ont été très mauvais et d'autres qui étaient mauvais. Mais techniquement, c'était compliqué, franchement, c'était compliqué. C'est le match référence de ce qu'il ne faut pas faire pour le Racing Club de Strasbourg pour les prochains matchs, pour moi. Ouais, on a senti les joueurs en difficulté, qui ont du mal à se trouver, des mauvaises transmissions, des mésententes, beaucoup de communication parce que, je ne sais pas si c'était un match sans, un match qui n'a jamais commencé, mais beaucoup de mésententes à Auxerre. Oui, en panne d'inspiration, j'ai envie de dire. Il n'y avait pas d'inspiration, il n'y avait pas de création, pas d'envie. Je sais pas, on pouvait faire circuler le ballon au milieu de terrain pendant 10 minutes, mais on n'allait pas vers l'avant. Pas de prise de risque également, ce que Barco en général fait souvent, mais là on a personne qui était capable de prendre ce ballon et de casser une ligne, de chercher la verticalité. Personne l'a fait, personne ne voulait le faire, j'ai l'impression. Même c'est là-dessus Samir, où, même El Mourabé, qui nous habitue à vraiment, ça. Hein. Tout le monde était en dessous de leur niveau. Et cette équipe, elle a clairement déçu. Après, il y a peut-être de la fatigue aussi. C'est pas rien, parce qu'on a quand même enchaîné. Malgré la rotation qui a été effectuée. Exactement. Ce qui est dommage, c'est que tu bonifies pas les bons matchs que tu as fait contre Lyon, contre Marseille. Tu perds un peu ces points-là sur Auxerre. C'est dommageable. Voilà. Strasbourg a eu le ballon. Jonathan le disait en off tout à l'heure. Auxerre qui a passé son temps, la plupart du temps, à défendre. Strasbourg a eu le ballon. 74% de possession en première période pour seulement 2 tirs cadrés. Ça dit combien Strasbourg a longtemps essayé de trouver la solution pour créer un décalage qui n'est jamais arrivé finalement. Ouais, et ce qui est surtout étonnant, c'est qu'on sortait du match de Coupe de France qui avait presque le même jeu, quoi. Donc on s'est dit, peut-être qu'en sortie de ce match, il aurait pu peut-être revoir l'entraînement, des tactiques pour essayer justement d'enfoncer le. Il n'y a pas de pénalty ce jour-là. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est ça qui a fait que le match contre Reims s'est lancé. Mais bon. Ouais, il y avait pas d'inspiration, comme le dit Momo. Il n'y avait personne pour prendre la lead. Je pensais à El Mourabé qui d'habitude le fait. Lui, il tirait sans doute aussi un peu la langue et il était peut-être aussi sur la retenue. Il y a aussi ces matchs de Coupe d'Europe, pour moi encore je le répète, mais le match avant la Coupe d'Europe qui est vraiment la gestion. Ils sont obligés de gérer et ils y pensent. Donc un peu déçu des remplaçants forcément, enfin des remplaçants, de ceux qui sont d'habitude remplaçants, qui ont été titulaires. C'est vrai que le petit Yacine, moi j'aurais espéré qu'il mette le feu à nouveau, et c'est là qu'on comprend aussi pourquoi aujourd'hui ils sont pas encore sur la feuille de match dès le départ. On sent qu'il manque encore vraiment de caisse. Surtout face à des équipes comme ça. Mais face à l'adversaire comme ça, c'est pas un cadeau que tu fais. Non. Mais c'est clair, t'as raison, parce que alors déjà Reims ne faisait que défendre, mais la différence c'est que Reims défendait plus bas, donc il y avait plus d'espace, donc il y avait la capacité de prendre la vitesse. Là, ils ont défendu, c'était un bloc bas, mais qui t'empêchait quand même de, et puis souvent à 2, il y a quand même un peu moins d'espace que face à Reims. Mais et puis, moi je pense que par contre, et peut-être que peu de personnes seront de mon avis, mais tu jouais 5 minutes de plus, je pense que tu les faisais craquer. Et moi, c'est la seule chose sur laquelle où je ne comprends pas, c'est les arrêts de jeu. Je suis désolé, je ne comprends pas le nombre de minutes d'arrêt de jeu. Déjà, qu'est-ce que cette VAR... En fait, il faudra qu'on m'explique ce qui s'est passé sur la VAR. Pourquoi ça a duré aussi longtemps ? Pourquoi est-ce que monsieur l'arbitre va voir la VAR, enfin l'écran, pour qu'au final, on te dise mais il y a hors-jeu. Pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Je suis persuadé qu'il n'y a pas hors-jeu. Et pour toi, il y a faute ? Non, mais je pense qu'en fait... mais pour moi, il n'y a pas faute. En fait, tu vois, je pense qu'il n'y a pas faute... Mais vu que, bizarre, tu vois, et derrière, il y a une décision qui est louche, mais ça dure presque 6 minutes. Et derrière, tu as 4 minutes d'arrêt de jeu avec les changements qui ont eu lieu en plus. Sachant que Gary O'Neill fait ses 5 changements. Oui. Dont et qu'en face, il y en a au moins 3 ou 4 aussi. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'entraîneur du Racing s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse. Et il a tout simplement dit ne pas comprendre le peu de temps additionnel donné. 4 minutes. Lui, il pensait 7, 8 ou même peut-être 10. Il n'était pas du tout d'accord avec la décision. Mais il ne faut pas se réfugier derrière ça, c'est pas ce que je dis. Il ne faut pas interpréter ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas se réfugier derrière ça, ça n'enlève en rien. Les 85 autres minutes où on n'était pas bon. Mais en fait, la deuxième mi-temps, tu joues 35 minutes sur 45. Pour moi, je pense, 5 minutes de plus, tu les faisais craquer. Regarde une des dernières occasions, dans les dernières minutes, c'est Nanassi, puis Barco derrière. Et tu es à deux doigts de tromper Donovan. Et je pense qu'un petit peu plus, et ça faisait... Mais bon, après ça, avec des scies... Auxerre a été appliqué défensivement. Ça, ils savent faire Auxerre. Ils savent faire, c'est pas la première fois qu'ils le font d'ailleurs. Toutes les grosses équipes qui sont venues à la Baie des Champs ont souffert. Parce que derrière, c'est un bloc très compact, c'est costaud physiquement, ça laisse très peu d'espace. Mais derrière ça, on n'a pas trouvé la solution aussi. Peut-être que des frappes lointaines auraient peut-être pu nous aider, on n'a pas essayé non plus. Non, on était clairement en panne d'inspiration, en manque de créativité, parce qu'on n'a pas essayé en fait. C'est là où je leur en veux. Si on avait essayé à la limite et qu'on aurait trébuché sur un mur ou autre, je veux bien. Mais là, on n'a même pas essayé. C'est ce qu'a dit Samir El Mourabé. Je l'ai questionné à ce sujet en zone mixte après le match. Il dit qu'il a manqué de créativité aux abords de la surface.
Ça s'explique aussi par la rotation qu'on a expliquée, Panicelli, Nanasi qui n'était pas là, Barco, mais qui sont des joueurs qu'il fallait reposer quand même. On ne peut pas regretter qu'il y ait eu une rotation d'effectifs. Les mouvements. Aujourd'hui, c'est bien beau d'avoir les distributeurs, mais il faut aussi récupérer la balle et il faut demander la balle. Et les mouvements entre Panicelli et je ne sais pas, même d'autres joueurs, ce ne sont pas du tout les mêmes que ce qu'on a vu, par exemple, avec Fofana. On sent que le jeu est complètement différent. Chaque attaquant a sa prise de profondeur, ses appels, et la mayonnaise n'a pas encore pris avec les milieux. Donc c'est presque normal que ça prenne, moi, tu vois, ça prenne autant de temps. Avec toi, moi, j'aurais plus inversé les matchs, tu vois, sur la rotation. Oui, tu préférais Reims. Ouais. Et le reste, t'es à la maison quand même. Mais moi, je considère qu'il y avait plus d'enjeux à Reims, contre Reims, que contre Auxerre. Ouais, je suis assez d'accord. Parce que, et on en reviendra tout à l'heure, on est en train de dire, je pense qu'on sera d'accord, que le Racing est plus proche d'obtenir l'Europe avec les coupes qu'avec le championnat. Pour ça qu'il y a plus d'enjeux contre Reims. Ouais, mais attention, tu peux aussi tout perdre à la fin. Sur un seul match. Mais tu peux tout perdre dans tous les cas. Ouais, mais si on réfléchit en proportion, moi je me dis que les en coupes, proportion de ça match, privilégie. mais attention, ça veut rien dire. Parce Ouais. que tu as quand même une équipe comme Lens qui est encore sur le tableau. En Coupe d'Europe, c'est pas encore fait non plus. Moi, j'aurais préféré rester proche du wagon de tête devant et de jouer les Coupes d'Europe malgré tout avec les armes qu'on a en faisant tourner un minima. Voilà, c'est comme ça que je l'aurais vu. Maintenant, c'est facile de critiquer le coach, je suis pas là pour ça. Et encore, on critique pas, on discute. Non, voilà. Non, Mais je suis pas sûr qu'on c'est ait. notre avis, Je tu suis vois, pas mais, persuadé qu'on ait dit non à la Ligue 1. Moi, je vous trouve un peu dur sur le. Non, Ok. c'est pas non à la Ligue 1, mais en termes de probabilité, si tu fais les calculs, accrocher l'Europe avec la Ligue 1, ça doit être une cote qui doit être x10 par rapport à gagner la Coupe de France ou gagner l'Euro. Ouais, mais regarde, sur les prochains matchs, nous, on va affronter 2 adversaires directs sur les 9 prochains matchs. Alors, c'est pas forcément dire que c'est un cadeau, puisqu'on a vu le résultat d'Auxerre. Mais pour moi, Auxerre est supérieur à Nantes. Pour moi, Auxerre est quasiment supérieur au Paris FC actuellement. Donc, voilà. Mais tous les autres vont s'affronter. On en a parlé avant l'émission en off. On peut refaire un petit état des lieux dans quelques minutes. Mais en fait, il y a beaucoup de rencontres entre les équipes du haut de tableau. Donc, elles vont lâcher des points. Et on voit que c'est pas facile. Lille a lâché des points aussi face à Lorient, alors que c'était quasiment fait hier. Donc, ou avant-hier. Non, c'était hier. Hier. Donc pour moi, c'est un peu trop tôt de dire que le Racing mise tout sur les coupes. Non, moi je pense que, je me répète, là tu prends 7 points ou 9 points sur les 3 prochains matchs qui sont largement à ta portée, dont le fait de revenir à la Méno, ça va tout redistribuer. Je suis sûr que dans 3 matchs, on est 7e ou 6e. On peut enregistrer, je suis sûr que c'est ça. Non mais vraiment. Alors, en espérant qu'il n'y ait pas de blessés qui se rajoutent. Parce que Ouais, là, ça par contre, ça c'est parce que là, tu perds Panicelli devant, ça devient très très compliqué. Mais par contre, tu vas finir fort ta saison, parce qu'à partir du mois d'avril, normalement, tu es de nouveau tout le monde, dont Emega. Je vais demander, Tu vois, Emega, attention, Emega, il hein, est quand, tu début vois, avril. nous, on se projette là maintenant, en fait, on voit un instant arrêté, tu vois, ce week-end, la déception, machin, mais sur la fin de saison, attention, tu vas retrouver tout le monde, et ça va peut-être aussi changer un peu la donne. Hein. vous l'avez vu sur le plateau ce soir, Julien Conrad n'est pas avec nous pour parler de Mike Penders, mais je suis sûr, les amis, que la prestation du gardien belge vous a plu. Aussi, un mot quand même sur le gardien qui a été, une fois de plus, le meilleur joueur de son équipe à Auxerre. Il a été fantastique et c'est sûr que pour moi, maintenant, avec la saison qu'il est en train de faire, l'amélioration aussi de ses relances, moi je le préfère à Petrovic, encore. Ah, j'adore. Mais non. Ah si. Ouais, Je trouve, parce que je trouve que Tu dis ça parce que Julien Conrad n'est pas là, t'en profites. C'est pas gentil. Ouais, c'est ça. Je le mets en 2 après Barco, bien sûr. Mais, non, mais je trouve en plus qu'il progresse de match en match. Il fait des arrêts qui sont incroyables, qui parlent énormément aussi avec l'équipe. Peut-être ça, on ne l'avait pas l'année dernière. Je trouve qu'il y a vraiment une belle communication, en tout cas avec les joueurs. Presque comme un capitaine. Enfin, je trouve qu'il prend vraiment un rôle important. Et il monte en puissance. Et tu n'as pas l'impression qu'il y a un plafond de verre, quoi. Tu sens qu'il monte. Et lui, par contre, il faut vraiment le chouchouter pour pas qu'il nous pète sur la fin de saison. Parce que sans lui, c'est pas la même. T'as cru que t'allais reprendre la parole super vite. C'est jamais. Penders, impeccable encore, notamment un arrêt sur la fin qui a été le plus important et très déterminant pour le coup. Bah ouais, il monte clairement en puissance. On savait qu'il avait beaucoup de potentiel. Et son potentiel, on commence à réellement le voir. Ça devient le patron derrière en défense, parce qu'on parle beaucoup de la défense, mais il en fait partie. Tu sens qu'il s'est imposé dans l'équipe, tu sens qu'il a son mot à dire. Et puis son envergure, elle rassure aussi beaucoup la défense. Tu sens que quand il sort sur les sorties aériennes, il s'impose, quoi. Il est là, il n'est pas là pour rigoler. Il y va à fond et c'est ce qu'il nous fallait aujourd'hui. Il nous faut, de toute façon, cette année, il nous manquait ce gardien qu'on avait perdu l'année dernière. On était tous un peu orphelins de Petrovic.
Maintenant, Petrovic, pour moi, c'était encore un standing différent, j'ai envie de dire. Il y avait un peu plus d'expérience. Pender, c'est encore un jeune gardien qui a encore beaucoup à apprendre. Par contre, c'est un gardien en devenir. C'est sûr que c'est un futur top gardien. Donc, moi, je le vois comme ça. Maintenant, il nous fait du bien, donc on va profiter, on va savourer les moments qu'il nous procure. Tu es d'accord avec Boris, Jonathan, sur le gardien? Que j'aime beaucoup, Penders. Non, mais moi j'adore. En fait, je trouve qu'il a une marge de progression qui est encore supérieure à celle de Petrovic, tu vois. Et Gary O'Neill l'a dit récemment en conférence de presse que ce sera un très très grand gardien, et j'en suis persuadé, vraiment. Les amis, nous allons évoquer la suite de l'émission, faire des focus sur les joueurs, les habituels remplaçants qui ont été titulaires à Auxerre samedi, évoquer les entrées des habituels titulaires qui ont été très très positives, mais juste après une première page de réclame avec nos partenaires Ostro et Numérise. Ça y est, l'application Ostro 100% gratuite est disponible. Je te la présente en moins d'1 minute. Avec Ostro, tu retrouves un fil d'actu 100% sport avec les publications de tes amis, leurs activités sportives et tous les événements organisés près de chez toi. Tu veux créer ton propre événement? C'est super simple. Tu choisis un lieu, un rendez-vous, une date et une heure et ton événement est prêt à être partagé soit à tous les sportifs autour de chez toi, soit à ton club ou juste à tes amis. Et pour le côté sécurité, vous pouvez même créer des événements juste entre femmes. Télécharge Ostro dès maintenant, c'est 100% gratuit. À l'ère du numérique, l'administratif reste un défi pour tous les professionnels, quel que soit leur domaine. Bienvenue chez Numérise. Nous transformons chaque document en une expérience numérique. Numérisation, GED, archivage, destruction. Vous aussi. Simplifiez, sécurisez, optimisez. Numérise, vos documents ont de l'avenir. Le Racing Club de Strasbourg en manque d'inspiration. Pas inspiré samedi à Auxerre, à la Baie des Champs. Et oui, parce que, on l'a dit, Strasbourg a eu du déchet technique, de la mésentente, un manque d'inspiration, comme nous le disait aussi Samir El Mourabé. Manque d'inspiration aussi de la part des habituels remplaçants qui ont démarré cette partie. Comment avez-vous trouvé, messieurs, des joueurs comme Martial Godot, Jessim Yassine, la première titularisation avec Strasbourg de David Datro Fofana, pêle-mêle de ces focus et de ces joueurs qui ont manifestement perdu, ou en tout cas pas marqué de points, messieurs? Godot, comme sur les derniers matchs, hein, je trouve qu'il manque toujours de lucidité et il va nous faire 3, 4, 5 actions sans résultat. Mais par contre, il peut être là au bon moment. Donc moi, c'est plutôt Godot que j'aurais laissé aussi au repos, peut-être pour mettre d'entrée Nanasi. Mon perso, je l'aurais vu comme ça. Je trouve qu'il déçoit un peu sur les derniers matchs. Et justement, là où ça marchait bien, c'est quand il avait cette relation peut-être avec Panicelli. En tout cas, il y avait vraiment des bons échanges. Après, sur les autres, Yassine, hein, il fait de belles choses, mais je trouve qu'il manque clairement de vision encore d'équipe. Il apprend à connaître ses coéquipiers. Ouais. Et apprendre la Ligue 1 aussi. Parce que la Ligue 1, ça reste pas la Ligue 2, on a vu. Hein, Auxerre, faut arrêter de dire qu'Auxerre, c'était une petite équipe qu'on aurait dû absolument gagner. Et c'est pour ça qu'on est venu avec l'équipe à prime. C'est pas du tout le cas. C'était quand même une belle équipe d'Auxerre en face. Et là, tu vois ce que c'est un peu la Ligue 1, le championnat un peu rugueux. Et, bon. Mohamed, Jonathan, des joueurs vous ont-ils déçus? Oui, je suis déçu de Fofana. Je m'attendais quand même à mieux parce qu'on ne savait pas trop quel style de joueur c'était, donc on était curieux de voir un peu ce qu'il valait. Alors attention, on ne va pas juger sur un match, hein. Ça reste un match compliqué pour tout le monde, pour tous les entrants, les 4 que tu viens de citer. Maintenant, je suis un peu déçu de lui. Hochberg, je suis déçu de lui depuis le début de saison, pour être honnête avec vous. C'est pas la première fois. Il m'a jamais vraiment convaincu ni rassuré. Pour moi, voilà, ça reste un second, voire un troisième choix en défense. Si on les prend individuellement, Yassine, pour moi, ça reste de la pépite à l'état brut. Encore une fois, c'est beaucoup trop tôt pour le juger, même s'il y a clairement du potentiel de feu chez ce gamin. Maintenant, sur ce match-là, j'ai pas envie de le juger non plus. Et Godot, pour moi, qui fonctionne en courant alternatif, hein, comme depuis le début. Il va te faire un match excellent, derrière, il va sombrer. Et voilà, c'est égal au joueur depuis le début, il n'est pas régulier, c'est ce qui lui manque aujourd'hui. Voilà. Oui, un match pas évident pour la plupart des joueurs quand même, à part le gardien. Est-ce que des joueurs t'ont déçu, Jonathan? Ouais, les 10 autres. Non, plus sérieusement, Godot, on n'en parle pas parce que ça devient une récurrence quand même en termes de déception. Il y a des vrais moments où il fait la différence, mais ils sont trop rares. Hein, et des fois, ça ne va pas servir à grand-chose. Par contre, j'étais très déçu de la première mi-temps de Yassine.
laisse-moi finir, très déçu parce qu'en fait, il a loupé des choses simples et sur le match d'avant, en fait, il nous a enflammés. Je me suis dit qu'à la pause, quand il sort, c'est peut-être un mal pour un bien, mais en fait, c'était encore pire après. Donc, je regrette d'avoir dit que c'était une bonne chose qu'il sorte parce que clairement, j'imaginais qu'à Mohamed, et d'ailleurs, c'est ce qu'il a essayé de faire, c'est prendre plus de profondeur que Yacine, essayer de revenir. Par contre, Yacine, au-delà de Yacine, celui-là qui m'a déçu, c'est Fofana. Sur une action bien précise, sur un centre, je crois, d'ailleurs, de Yacine, où il est à 2 doigts de reprendre le ballon et il se loupe complètement sur la reprise pied gauche. Et là, tu peux changer la physionomie de toute la rencontre. Et ça, le problème, c'est que ce genre de joueurs, les remplaçants là, ils ont besoin d'avoir une équipe qui les tire vers le haut, des moteurs. Et ces moteurs-là, ils n'étaient pas présents. Donc forcément, tu leur laisses les clés du camion à ces gars-là. Mais c'est compliqué aussi de jouer un match aussi important à l'extérieur face à un bloc bas, très compact, très, très costaud physiquement. C'est pas un cadeau non plus, attention. Non. Ce genre de match pour un attaquant. Mais t'as pas d'espace. Non, t'as pas d'espace. Facile, hein. Non. Pas d'espace. Pour un attaquant, c'est pas facile. À Enciso, c'était compliqué. Et tu vois, même quand Nanasi... Enfin, après, quand ça rentre, c'est différent parce que oui, OK, on a vu que c'était mieux. Mais Nanasi rentre, Panicelli rentre. L'équipe en face, elle tire un peu la langue aussi, tu vois. Donc, c'est là où tu crées des espaces. Et je pense que c'était la stratégie du coach. Hein. Mais il te manque quand même un tiers de titulaires indispensables. Il te manque, on parle de Boué, on parle de Panicelli. Soit par Moreira. On parle de Moreira, on parle de Barco. T'enlèves quasiment les 4 meilleurs joueurs de l'équipe. C'est plus d'un tiers. C'est l'ossature. C'est plus d'un tiers. Je trouve Doué, tu le sentais vraiment. Quoi. Ça, c'est clair. L'absence. Bon. Mais ensuite, je pense qu'on est en train de dramatiser. Vraiment sur ce match, je pense que ce match maintenant c'est... Et d'ailleurs face au Havre c'était pareil, on a eu cette sinistrose là qui s'est installée côté Racing Club de Strasbourg, c'est vrai. où tout le monde s'est dit ça y est c'est fini, d'ailleurs tu tapes les gros, tu reviens à Marseille, tu dis ça y est c'est reparti, là mais c'est pas grave en fait, et on perd pas. Tu vois, on ne perd pas, on est accroché. J'ai regardé, en fait, il y a eu d'autres surprises. Et tous les week-ends, il y a des surprises. J'ai vu un Lille accroché par Metz récemment, Lyon qui trébuche, Lille qui a trébuché. Tu vois, en fait... Non, mais c'est sûr, il ne faut pas tout jeter à la poubelle, attention. Je suis d'accord, je comprends que quand tu regardes... Il y a un peu de déception. Tu prends la photographie de ton classement de la Ligue 1, tu dis, 5 points d'écart, 6e, il reste 9 journées. Mais ça va trop vite. La victoire à 3 points, ça va trop vite. Non, mais là, on est déçus, c'est qu'on a accroché les cadors, en fait. Ouais. Et derrière, ça fait pouf. Tu vois, c'est le Racing. C'est ça qui est dommage. Historiquement, tu vois, on a gardé notre on identité. On les avait mis sur un pédestal parce que forcément, tu as 2 doigts de prendre un point contre Paris. Marseille, tu les accroches, tu bats Lyon à la maison, tu es sur une bonne dynamique. Et derrière, inconsciemment, tu te dis Auxerre. Alors, quand tu connais bien le foot, tu es quand même méfiant. Mais tu t'attendais quand même à mieux. Voilà, tu t'attendais à mieux. Mais encore une fois, avec 4 joueurs aussi importants sur le banc, voire absents, c'était compliqué d'avoir mieux. À la pause, Samuel Amomeyo est donc entré, puis un petit peu après l'heure de jeu, Panicelli, Barco et Nanasi sont entrés. On a senti l'équipe meilleure, mais ça n'a pas été suffisant pour faire basculer la rencontre. Mais comment tu as trouvé Barco? C'est le moment où tu as recommencé à sourire, Boris. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'ai vu le match, c'était en replay, donc le 0-0, je le connaissais déjà. Mais oui, on a senti clairement qu'il y avait un plus dans le jeu. Et je rejoins un peu ce qu'a dit Jonathan tout à l'heure, c'est qu'il manquait 5 à 10 minutes dans le jeu. Et ça reprend un peu nos matchs habituels où, en fait, quand l'équipe démarre, elle met toujours 10-15 minutes pour se roder, pour trouver aussi se mettre en face avec l'équipe en face, peut-être voir quelle est la position des joueurs adverses et sentir aussi un peu la défense. Et là, on sentait justement qu'ils commençaient à prendre des intervalles qui avaient de plus en plus d'espace et qui tiraient aussi la langue. Et surtout, quand tu as un Barco qui te fait des passes millimétrées et Panicelli qui bouge ta défense, je pense qu'il manquait effectivement peut-être 5-10 minutes et là, on aurait sans doute trouvé les clés du match. Mais bon. Mais on en revient encore une fois au même problème. C'est la qualité du banc de touche. La dépendance. Oui, parce que là, on a vu clairement, pour l'une des premières fois, une rotation assumée de Gary O'Neill. Et leur mauvaise prestation de ces joueurs-là ne va pas arranger le débat qu'on a depuis bien longtemps sur la rotation ou non de Gary O'Neill. C'est un débat qui est encore plus difficile à mener. On avait une équipe type qui s'était dégagée depuis le début de saison, mais là, elle est encore plus qu'avant. Là, il n'y a plus de débat. L'équipe type, elle est clairement annoncée, tu la connais, tout le monde la connaît. Il y a, sur voire 2 postes, on peut à la limite avoir une hésitation, on peut discuter, où il y a débat. Mais sinon, sur les 9 postes qui restent, il n'y a pas de débat. Mais je pense quand même qu'on paye fort nos blessures, tu vois. Je suis d'accord que le banc touche, là, bien que celui-là qui était présent ce week-end, il était performant, puisque c'était tes meilleurs joueurs qui rentraient. Mais je veux dire, derrière, tu as, encore une fois, je me répète, Doué, Moreira, Emega, Anselmino, un Mwanga qui a fait de belles choses avec Nantes cette saison.
quand on va récupérer l'ensemble de ces joueurs-là, moi, c'est pour ça que je suis plutôt persuadé qu'on va finir le championnat tambour battant. Je le pense vraiment qu'on va créer une dynamique et que derrière, tout va s'emballer, en fait, et qu'on n'aura plus grand-chose à perdre parce que peut-être on sera qualifié en quart de finale ou en demi-finale de la Conference League et on va voir le bout du tunnel. Donc, moi, finale, parce que la demi-finale, elle arrive rapidement, donc ça va aussi te faire... Oui, Oui, de quoi? Non, allez-y. Oui, la demi-finale, c'est fin mars. Non, c'est en avril. C'est en avril. C'est un peu tard quand même. Hein. Mais justement, c'est une coupe que tu peux mettre de côté, que tu revois un peu plus tard. Donc, et puis, tu es déjà en 8e de finale de la Ligue Conférence. Oui, hein. on y vient sur Rijeka. Ouais, non, mais... Allez-y, on a beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, je vous vois, on parle du top 6, on parle de la fin de saison. Oui, je me permets, parce qu'en fait, ça fait plusieurs fois dans le live qu'on voit ces commentaires. Je ne dis pas qu'ils ont tort, hein. Je ne dis pas que j'ai raison et qu'ils ont tort. On me dit, oui, mais sur ce match-là, il aurait fallu laisser les Barco, les Panicelli, les titulaires, et les sortir à la 60e. Mais en fait, tu les reposes pas vraiment en faisant ça. Parce que quand tu joues 1 heure et que tu joues face à une équipe comme ça et que tu lâches beaucoup d'énergie, tu les reposes pas. Vaut mieux qu'ils jouent une demi-heure et de se dire que jeudi, ils vont être performants. Et c'est important. Jeudi, c'est un match très important pour le futur du Racing. Et surtout, dans cette configuration-là, si tu perds et que tu sors tes meilleurs joueurs, c'est presque impossible d'aller chercher la victoire. C'est pour ça que la rotation... Parce que dans tous les cas, c'est les titulaires sur le banc qui entrent ensuite dans un second. Cette rotation, il y avait 2 joueurs qui étaient obligés de jouer parce que déjà, Moreira est blessé. Ouais. Donc Yacine était, pour moi, il n'y avait pas de débat, il devait jouer ce match-là. Tout à fait. Doué qui était malade en dernière minute également. Ouais. Donc quelque part, il n'y a eu que 2 changements par défaut. Augsberg qui rentre. C'est Augsberg qui a joué à latéral droit pour lui. Ouais, Augsberg a joué latéral droit, donc ça c'est aussi important. Pourquoi il y a eu moins de débordements, tu vois, ça aussi, ça en fait partie. Après, devant, je suis désolé, Fofana, moi ça me choque pas qu'il ait du temps de jeu face à Auxerre, Fofana, honnêtement. Pareil. Honnêtement. Si tu le mets pas maintenant, tu le mets pas. Quoi. Exactement. Ouais. Non mais je te rejoins, Momo, un Panicelli ça aurait été meilleur, bien sûr. Comme ça, il est meilleur avec les yeux bandés. Mais je veux dire, faut le faire jouer, le Fofana. Il faut le faire jouer. Après, on dit aussi que souvent qu'une équipe qui est dans un bon rythme, il ne faut pas la casser non plus. Un attaquant qui enchaîne les buts, faut le laisser continuer. Ouais, mais là, tu as beaucoup de matchs qui arrivent. C'est Dimitri qui le confirmait la dernière fois, tu vois. Il n'y a pas pire que de casser l'élan d'un joueur qui joue. C'est le jeu qui fait que derrière, tu es compétitif. Sacré débat. Ouais, c'est un débat. De toute façon, c'est un débat infini parce que c'est très subjectif. En fait, tout le monde va avoir un avis différent là-dessus. Et à part avoir une DeLorean pour revenir dans le passé et de recommencer et de changer le. Enfin, tu Maintenant, mais jamais. d'ailleurs, je suis d'accord avec Jonathan. Attention, faut pas tout jeter à la poubelle. Ce match-là, c'est pas non plus c'est pas catastrophique. C'était pas bon. Ouais, c'était vraiment pas il y a bon. pas d'inspiration, mais on prend quand même un point. Et des erreurs de parcours, il y en aura tout le temps. Chaque équipe, chaque grosse équipe, on a eu. Et tu c'est perds pas pas. fini, t'en auras encore. Et tu perds pas. Tu perds pas, tu restes sur une bonne dynamique quand même. Premier clean sheet de Gary O'Neill. Donc, premier. Ce parcours, on va l'évoquer, la suite du parcours, parce que le top 6 s'éloigne. On va évoquer les 3 tableaux. Y a-t-il une hiérarchie à faire? Restez avec nous. On se retrouve tout de suite, juste après une seconde page de réclame avec notre partenaire, le Palatin. Une fois encore dans le Club 1906. Alors, si le top 6 s'éloigne, on va le voir au classement. Sortons de l'analyse de ce match 0-0 à Auxerre et faisons un point sur ce classement de Ligue 1, messieurs. À 9 journées de la fin, le top 6 est pour le moment à 5 points et s'éloigne de plus en plus du Racing, sachant que son objectif semble de plus en plus passer par les coupes, la Coupe de France pour laquelle le Racing est en demi-finale et la Ligue Conférence pour laquelle il est en 8e de finale. On rappelle que Strasbourg souhaite progresser, donc idéalement intégrer le top 6 pour aller en Ligue Europa la saison prochaine. Messieurs, le débat est épineux, mais que faut-il faire pour cette fin de saison? Est-ce que vous avez un avis? Est-ce que, selon vous, il faut privilégier une compétition à une autre? Pour moi, juste question. Le top 6 s'éloigne, c'est ça hein, le titre hein. Oui, le top 6 s'éloigne. Ok, on avait combien de points de retard sur le top 6 avant le coup d'envoi? 5 points. On en a combien après le match? Oh, mais t'as une journée de plus. Non, on a combien après? 6. 5 points. 5 points. Voilà, on a toujours 5 points de retard. Oui, mais sauf que s'éloigne dans pas. l'espace-temps, tu avances. Il ne s'éloigne pas. Bah si, parce que tu avances. Il ne s'éloigne pas. Donc t'as moins de chances
Il ne arrive. s'éloigne pas. Mathématiquement, il ne s'éloigne pas. Par contre, ce qui fait peur quand tu vois les équipes devant, c'est qu'on est la seule équipe avec Lyon à jouer sur 2 tableaux, voire 3. Toutes les équipes-là, elles jouent plus rien. Lille, plus rien. Monaco, plus rien. Rennes, rien du tout. Brest, qui est derrière nous, rien du tout. Lens, 2 tableaux. Voilà ce qui me fait peur en termes de fraîcheur. Tu peux remettre le classement, s'il te plaît, parce que dès ce week-end, Et Marseille ne joue plus rien également. dès ce week-end, c'est les il y a confrontations un directes. gros match entre le 5e et le 6e ce week-end, non? Rien que ce week-end. Donc si toi tu gagnes, tu sais que potentiellement tu peux rattraper un peu de retard Après- que tu as perdu ce week-end, enfin que tu n'as pas Mais gagné rien ce rien n'est week-end. perdu. Non mais Rennes-Lille joue ce week-end, c'est important de le dire. Il y a un Rennes-Lille, il y a un Monaco-Brest ce week-end aussi. Et évidemment qu'il y aura des confrontations Donc, directes. Mais quand oui. on dit que le top 6 s'éloigne, c'est Non, mais- c'est presque factuel parce qu'il y a une journée de plus, il n'est pas inatteignable. Mais il s'éloigne. Je te taquine dans le sens où, pour moi, ce match-là, ok, il est passé, on n'a pas perdu, mais en fait, malgré notre très mauvais match, on n'a pas non plus été distancé plus que ça. Ok, on a un joker, on a grillé un joker, mais par contre, tu vois, ce joker-là, si tu avais gagné à Auxerre et que ce week-end, tu as une confrontation directe, potentiellement, tu étais déjà dans le top 6 Autant pour moi, ce week-end autant pour quasiment. moi, mais Lille, c'est vrai, Lille, j'avais oublié, ils sont qualifiés contre les Croates d'ailleurs. Hein. Oui, Zagreb. exact. Pour la fin, autant pour moi. Ils sont encore en lice. Ouais. Mais en tout cas, ce week-end, tu as un Rennes-Lille. Le match suivant, Lyon-Monaco. Enfin, tu vois, tu as des OM-Lille. Le match la semaine prochaine, OM-Lille. En fait, là, les autres, ils vont lâcher des plumes. C'est clair et net. Et là, nous, on n'a plus le droit d'en Des lâcher. confrontations Et nous, on n'a directes, plus le droit d'en lâcher. Et ce qui est bien, c'est que nous, on est aussi en position de chasseurs. On a les coupes, mais OK, sur le championnat, les autres vont déjà perdre des points entre eux. Et on a des matchs qui sont quand même censés être abordables, et avec des semaines sans Coupe d'Europe. Encore moi, je me répète, mais les matchs avant la Coupe d'Europe sont à chaque fois des matchs pièges. Et ça, tu peux prendre toutes les plus grandes équipes, que même Liverpool planète, à l'époque. Hein. C'est là que tu as le turnover, les joueurs lèvent le pied, tu as la peur des blessures, et tu n'as jamais la même intensité. Donc laissons arriver le match de Coupe d'Europe, et tu vas voir qu'après, ça va être un autre Racing. J'en suis persuadé. Messieurs, puisque le top 6 factuellement s'éloigne, Ne l'objectif... t'éloigne pas, arrête. Je reprends. Messieurs, puisque le top 6 factuellement s'éloigne, l'objectif d'obtenir la Ligue Europa semble de plus en plus passer par les coupes. Donc ma question est très simple, faut-il privilégier les coupes ? En termes de probabilité, oui. De toute façon, là, au stade où on est, les coupes, faut les faire à fond. T'as plus le choix. Tu serais suicidaire de ne pas les jouer à fond. T'es en demi-finale. À la maison. Tu ne peux pas ne pas la jouer à fond. C'est pas possible. Et derrière, moi, je pense qu'il faut garder cette place de chasseur. Rester à l'affût, continuer à jouer son jeu, même si tu perds quelques points, mais ne pas être loin dans le sprint final s'il le faut, si derrière tu te fais éliminer. Voilà. C'est comme ça que je le vois. Moi, il y a un truc qui m'a toujours gavé en France, c'est que tu fais tout chaque saison pour aller jouer l'Europe. Chaque saison, les clubs, ils font tout. Et une fois qu'ils sont dans ces superbes Il la joue jamais compétitions, à fond, hein. on les joue pas à fond parce qu'on dit « oui, mais le quotidien, c'est le championnat ». Et pour une fois qu'on a une équipe qui se donne à fond dans toutes les coupes, mais moi, je pense qu'on va galvauder aucune compétition. Je pense qu'aucune compétition va être galvaudée. Si ces 15 joueurs-là qu'on va avoir à un moment donné sont tous aussi performants les uns que les autres, tu peux faire un turnover de manière régulière. Moi, je vois pas pourquoi la Ligue 1, on devrait penser qu'il faut pas que ça soit pas un objectif. Vous ne pensez pas qu'inconsciemment, l'entraîneur va se dire, si je dois faire un peu de turnover, ce sera dans l'une ou l'autre de ces trois Ah, compétitions. il l'a fait. Donc la Ligue 1. Oui. il l'a fait. Mais ça veut pas dire qu'il l'a. Mais c'est sur le Il ne premier la met match. pas de côté, mais inconsciemment, peut-être qu'il la hiérarchise. Mais il l'a hiérarchisé de manière involontaire finalement, parce que et ce que disait Boris avant est très juste, c'est que finalement quoi, il a fait Fofana par choix. Il a fait quoi d'autre par choix réel? Ouattara à la deux place joueurs. à la position Deux de joueurs. Barco. Barco, voilà. joueurs Non, mais par choix. Barco et Panicelli, c'est le vrai choix. Mais derrière, si t'as pas tes absents, si Tu penses que Emega, Moreira et Doué auraient joué s'ils étaient dispo? je pense qu'il aurait jamais il ne fera jamais 4 changements dans l'équipe type. Jamais il ne fera ça. Il suis en aurait fait sûr. 2 ou 3 donc. Il aurait fait je pense. 2, 3, grand maximum 3. Moi, et Gary O'Neill, en plus, Gary O'Neill l'a dit en conférence de presse, je ne sais plus à quel match, où on parlait justement de ça. Il a dit, de toute façon, je ne vais pas changer 4-5 joueurs de mon équipe. En fait, il a raison, c'est suicidaire, c'est quasiment 50% de ton équipe, c'est trop dangereux. Donc, 2-3 joueurs, là, il en a fait tourner 2, plus 2 qu'il n'avait pas le choix parce qu'il est absent aux dernières minutes. Non, mais il n'y a pas de débat. Les deux coupes, tu las joué à fond aujourd'hui. Tu peux pas passer à côté, c'est pas possible. Il faut les jouer à fond. Et par contre, cette place de 7e à l'affût, pour moi, elle est intéressante aussi parce que le sprint, il n'est pas encore lancé. Mais Et là, c'est intelligent, parce qu'en fait, il fait tourner quand même, un peu par défaut, mais au bon moment. Parce que sur le match aller en Coupe d'Europe, et si tu gagnes 3-0 ou 4-0,
au hasard à l'extérieur, déjà ton match retour, tu vas pas le faire de la même manière. Donc là, tu vas pouvoir aussi faire quelques changements et aussi prioriser la Ligue 1 au retour. Nos adversaires directs, c'est qui? C'est Monaco, Rennes et Lille. On peut remettre le classement. Rennes, non mais juste qu'on comprenne bien. Rennes, les 3 prochains matchs en Ligue 1, c'est Lille. Lille, c'est Rennes, c'est Marseille, c'est Lens, consécutivement. Monaco va jouer Brest, va jouer Lyon et va jouer Marseille consécutivement. Enfin, vous imaginez? Enfin, c'est énorme. Là, nos adversaires directs vont s'affronter de manière conséquente, pas juste un petit peu. Sachant que Strasbourg a déjà fait le plus gros en termes de Ouais, mais ça veut calendrier. rien dire, ça, on le sait. C'est pas parce que t'es Oui, parce que le Racing se met à la hauteur de son adversaire. Exactement, on l'a vu contre Auxerre. Oui. Et Paris FC, c'est pas un cadeau, attention. Ah non, ce sera pas un cadeau. Mais tu sens la que Paris maison. FC, c'est quand même en très grande difficulté sur la deuxième partie de saison. Hein. Ouais, pourtant, ils ont des très bons joueurs. Bah ouais, mais ils ont changé coach et tout ça, c'est compliqué. Ce week-end, ils ont perdu de nouveau, si j'ai pas de bêtises. Un Monaco qui revient bien aussi, qui a plus rien à jouer. Ouais. Monaco qui revient bien, ça, effectivement, mais Monaco, on Et l'a. on a un bon goal average aussi. Tu vois le goal average, on est à Monaco les joue encore à la fin, je crois, sur la fin. Oui, dernière journée. Mais journée. c'est ça qui est intéressant parce que Monaco peut-être sera déjà en Ligue des Champions, sera peut-être déjà assuré, donc jouera le coup différemment. Tu vois, c'est la dernière journée. C'est encore pour moi, c'est un match. Pour moi, c'est presque un match bonus ce dernier match à domicile face à Monaco. Donc ils ont fait match nul face à Lyon ce week-end, le Paris FC. Moi, ce qui me fait peur vraiment, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes du top 6-7 qui ne jouent plus rien. Pardon. Elles se jouent simplement entre elles, quoi, en Ligue 1. Voilà, c'est ça qui me dérange. Ah, tu veux dire qu'il y a beaucoup d'équipes qui ne jouent plus que ça? Plus que ça, pardon. Elle va être belle la Ligue 1. Plus que ça. Elle est magnifique, la Ligue 1. Ouais. Attends. Mais par contre, tu as des équipes qui peuvent. Enfin, il n'y a personne qui est encore assuré de jouer la Ligue des Champions. Le titre de champion n'est pas assuré, donc Lens va jouer le coup à fond jusqu'à la dernière journée aussi, sans doute. Tu vois, toutes ces équipes-là. Et justement, un Rennes qui va jouer Lens, va jouer Marseille. Ils vont être. Enfin, Lille, pardon, va être en difficulté. Pour moi, Lille, c'est notre cible actuellement. Faut voir qui joue contre Metz. Mais avant, tu avais le facteur de Paris qui. Mais à l'inverse, tu avais Paris avant où tu étais sûr de perdre des points quasiment chaque année. Là, cette année, c'est pas la même. Tu as des équipes qui accrochent des points contre Paris. On l'a vu avec Monaco la semaine dernière encore. C'est plus Paris d'avant non plus. Donc, quand tu regardes le calendrier et les équipes qui jouent contre Paris, c'est pas 3 points perdus. Ça peut être éventuellement un point, voire mieux. Et Monaco, c'est quand même 4 matchs face à des adversaires. 5 matchs sur les 9 face à des adversaires directs. 5 matchs Monaco. Ils jouent Brest, ils jouent Lyon, ils jouent Marseille consécutivement. Et les 2 dernières journées, Monaco-Lille et Strasbourg-Monaco. Moi, je vois bien Marseille sur Monaco sur le podium. Parce qu'ils sont vraiment sur les autres équipes qui vont jouer, Monaco, ils vont jouer Auxerre, casse-couille, Paris FC, casse-couille, et Toulouse, casse-couille. Ils vont jouer Metz, par contre, ça, c'est 3 points assurés. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Il faut être honnête. La vraie vérité? La vraie vérité. La vraie de vérité. Moi, je te dis, là, on va prendre 9 points sur 9. Nous. 9 sur 9. Nous, là, Donc les 3 Paris prochains FC, matchs. Nantes Et Brest. Bien. Nous, on va prendre 9 points. Messieurs, avant de passer sur la projection du prochain match du Racing Club de Strasbourg, un mot sur les 35 ans des Ultra Boys célébrés comme il se doit samedi dans le parcage visiteur de l'Abbé des Champs, où 880 supporters strasbourgeois ont fait le déplacement à Auxerre. Vous voyez à l'écran les photos de notre photographe Héloïse Franchy, à l'écran Marvin Senaya d'ailleurs qui est allé saluer le parcage strasbourgeois. Mais donc vous l'avez vu à la télévision, j'ai eu la chance d'être sur place. Un parcage comble et parfaitement magnifique, messieurs. C'est pour ça que j'ai vu le replay, que j'ai voulu voir le replay. Alors pour le coup, il n'y avait pas de spectacle sur le terrain, mais le spectacle était en Il y avait tribune. une bonne ambiance. Et ça avait l'air vraiment d'être bon enfant. Et, franchement, super parcage. Ouais. Et on le dit beaucoup parce qu'on a un super public, mais on va au stade aussi pour voir ce genre d'ambiance et ce parcage. Regardez la photo, elle est très... Ça fait du Elle bien est de voir ça. magnifique, Quand ça il y a fait 2 du bien, semaines. quoi. Ça fait du bien quand tu contrastes avec l'image d'il y a 2 semaines. Ça fait du bien, clairement. Oui. 35 ans. C'est beau, hein? 35 ans, ouais. C'est magnifique, hein. C'est vraiment magnifique. Moi, j'étais ultra il y a très longtemps. La nouvelle génération d'Ultra Boys ne le sait pas. Mais moi, ça fait longtemps qu'on était derrière le but à l'époque encore aussi, avant de retourner dans le quart de virage. Mais ouais, 35 ans, c'est beau et c'est le moteur de la Méno, qu'on le veuille ou non. Et c'est ce qui est rageant finalement. C'est que, voilà, on en a déjà parlé, on en a fait des débats endiablés. On s'est pris les foudres des Ultra Boys parce qu'on estime que c'est que de leur faute. Non, moi, ce qui m'attriste, c'est de voir que ce club de supporters ne fait plus l'unanimité auprès du grand public, alors que c'est les seuls aujourd'hui qui font ça, qui vont à l'extérieur. Tu vois, enfin, c'est facile de critiquer les UB. Moi, qui suis pas en bon terme avec eux, j'ai pas honte de dire ce qu'ils font, personne ne le fera.
Donc c'est dommage parce que, tu vois, je pense notamment au match de jeudi. Alors c'est Rijeka, c'est le 8e de finale, t'es pas encore dans le dernier sprint, mais la demi-finale à la Méno de Coupe de France. Ça doit être, tu vois, moi, tu sais ce qu'ils savent faire. Moi, on en parlait avec Sébastien Roy de la demi-finale contre Bordeaux en Coupe de la Ligue. L'ambiance extraordinaire, mais XXL de ce stade de la Méno. Et là, tu dis, t'as encore plus de monde qu'avant. Ils ont moyen d'emmener tout le monde. Et c'est pour ça qu'on est déçus, parce qu'on sait à quel point ils peuvent élever le niveau. Ouais. Des ambiances incroyables à la Méno. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment vécu une ambiance. Et on nous dit juste, mais t'as raison Momo, hein, on nous dit, petite question, 90 à 2026, ça fait 36 anniversaires en retard. Non, il n'y a pas vraiment en retard, sauf que la saison 90-91, et là on est saison 2025-2026, c'est comme ça que c'est calculé. Et très rapidement, mais par rapport à tous les événements qui sont passés avec la multipropriété, Liam Rosenior, les banderoles, Emmanuel Méga, etc., on nous a longtemps demandé pourquoi on n'invitait pas des Ultra Boys et pourquoi on ne leur donnait pas la parole pour avoir un contrepoids dans le débat, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais répondu favorablement à nos demandes. Et je le réitère, j'en aimerais beaucoup avoir l'un des Ultras dans l'émission d'ici à la fin de saison. Mais ils ne viendront pas. Tant que je serai sur ce plateau, ils ne viendront pas. Alors, pas parce que moi je ne veux pas, mais non, mais parce que... On les invite, mais sans en fait, c'est ça qui est triste, c'est qu'en fait, ils estiment, et je vais le dire clairement, que Direct Racing existe sur le buzz et sur le dos des Ultra Boys, chose que j'ai jamais compris. Il y a quelques saisons en arrière, j'ai filmé le cortège, et je vais le dire, il y a 4 mecs qui m'ont pris à partie et voulaient en venir aux mains parce que j'étais en train de filmer et me dire, la seule chose qu'ils ont su me dire, c'est « ouais, tu te fais de l'argent sur notre dos », mais jamais je me suis fait 1 euro sur les Ultra Boys, jamais. Donc en fait, aujourd'hui, je ne comprends pas. Et donc tant que le Club 1906 sera assimilé à RCS Live, Direct Racing et moi, par définition, ils ne viendront pas. Et c'est dommage. Moi, j'ai pas envie de perdre espoir et j'ai envie de... On a déjà eu Daniel Almeida, ça, une fois. Oui, ça c'est le président du KCB, exactement. Ah, mais ça montre aussi qu'on est ouvert à la discussion et qu'il était venu d'ailleurs. Ah, mais on est 100% ouvert à tout le monde. Et moi, j'ai cette frustration-là de ne pas pouvoir en inviter parce que je discute avec certains d'entre eux au stade, en vrai, etc. Et j'aimerais bien les emmener ici parce que voilà, on est tous ensemble dans cette aventure strasbourgeoise. Bien sûr. Mais on est tous amoureux du même club. Et je me répète, ce qu'ils font eux, personne d'autre ne le fera à Strasbourg. C'est un groupe de supporters qui est exemplaire dans l'animation. Pour moi, c'est du XXL. En fait, il n'y a même pas de mots. Et le public qui les siffle, moi, je ne suis pas pour cette grève de 15 minutes. Je pense que c'est de la connerie parce que ce n'est pas ça qui fera qu'ils vont vendre. Mais ils s'expriment de cette manière-là. Ok, d'accord, on respecte, on l'accepte. Mais en fait, tous les autres supporters qui vont les siffler, en fait, tu les entends pas pendant 90 minutes. Donc en fait, c'est pas mieux. Tu vois, et je jette la pierre à personne, hein. Faut pas l'interpréter de cette manière-là, hein, mais je veux juste dire qu'il faut respecter ce que les UB font. Maintenant, je pense que tout le monde a accepté ce premier quart d'heure. Hein. Je pense qu'on l'a tous accepté. Et je suis bien content qu'après la 15e minute de jeu, j'entende chanter du côté du COP parce que sinon, la Méno, ça serait une cathédrale. Exactement, et ça fait beaucoup de bien. Donc bravo à tous ceux qui ont fait le déplacement à Auxerre pour ce parquage magnifique. Les amis, c'est parti pour la dernière partie de l'émission, mais juste après, une dernière page de pub avec notre partenaire, nos partenaires, les Secrets du Chocolat et Vinci Immobilier. À tout de suite. La dernière partie du Club 1906, c'est comme toujours la projection sur le prochain match du Racing Club de Strasbourg. La Ligue Conférence est de retour, les amis, les choses sérieuses commencent. Strasbourg se déplace en Croatie sur le terrain de Rijeka pour un 8e de finale aller de Coupe d'Europe. Waouh, j'ai hâte. Bon, on l'attend depuis longtemps. Hein. On est maintenant dans la phase finale, donc va falloir tout donner. Et ouais, pour moi, le changement... les changements qu'il y a eu, c'est un message fort pour dire on mise sur le premier match. C'est le paquet. Il faut gagner avec 1, 2, 3 buts d'écart pour être tranquille le plus rapidement possible. Et après se concentrer justement sur la coupe, sur d'autres choses, sur le championnat. Strasbourg n'a pas dû disputer un barrage parce qu'il a fini leader de Ligue Conférence. Sa Ligue Conférence à Strasbourg est de retour. Les choses sérieuses commencent. Oui, les choses sérieuses commencent, clairement, mais attention, parce qu'on joue une équipe qui a l'habitude de jouer l'Europe régulièrement. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on va jouer les matchs retour jusqu'à
la demi-finale à la maison. Ça, c'est un gros plus. Maintenant, voilà, faudra faire le job, faudra être sérieux, faudra être appliqué. Le stade l'attend, les supporters l'attendent, les joueurs sont impatients aussi, je pense. Mais encore une fois, ça reste une équipe qui a notre portée, même si elle a l'habitude de jouer l'Europe chaque année. Aujourd'hui, avec l'équipe qu'on a aujourd'hui à Strasbourg, on est capable de battre Rijeka, avec tout le respect que j'ai pour eux. Ben, ça va être un match compliqué. Je pense que ça va être un match très compliqué, ça va être étriqué, on va s'imposer de peu, mais on va s'imposer. Et ça sera l'essentiel parce que de toute façon, en Coupe d'Europe, en fait, après, il faut pareil, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut une équipe qui domine le match et qui perde ou qui se fait un peu malmener mais qui gagne? Voilà, la réponse elle est toute faite. Mais moi, je pense qu'on va s'imposer. Je le sens bien. Que savez-vous sur le... victoire. Moi, je pense que je mise sur une victoire, mais un 1-0, un truc comme ça. Tu vois, une vraiment courte victoire. Mais par contre, tu vois, ce que j'ai vu, paradoxalement, ce qui m'a déplu à Auxerre m'a plu. C'est-à-dire, on a vu que sur les contres, on a été un peu malmené, mais on a tenu bon. Et je pense qu'on va faire un clean sheet du côté de Rijeka. Moi, ça m'a rassuré sur la défense. Et ça m'a rassuré sur un niveau d'Augsberg, tu vois, que je ne suis pas fan du tout. Par moments, il m'agace, mais je ne l'ai pas trouvé mauvais. Défensivement, je l'ai trouvé bon dans ce match-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que je manque d'objectivité, mais j'ai trouvé bon défensivement. C'était pas son pire match. Non. Voilà. Attention Momo, de ne pas mettre ta main sur le micro parce que on t'entend plus sinon. Alors tu as une grosse voix mais parfois ça suffit pas. C'était pas le pire match d'Augsberg, c'est sûr. Non. Mais pas son meilleur non plus. Non. Cette fois il n'a pas coûté de but. Bien messieurs, que savez-vous sur Rijeka, le HNK Rijeka, tour de table? Est-ce que vous avez une info Ouais, apparemment ils ont un très bon numéro 10. Et oui, apparemment. Exactement. C'est grâce aux supporters parce que moi j'avoue que je le sais pas. Mais ça c'est ceux qui jouent à Football Manager, je suis sûr. Bon, en tout cas, dénoncez-vous. Je suis sûr que ceux qui disent le numéro 10 de Rijeka il est fort, c'est que soit ils sont abonnés là-bas et je sais pas quand ils y vont, Oui, ou alors avec Paris en Sport, ils ont mis des tickets dessus, ils ont dit c'est toujours lui qui marque. c'est FM26, sinon moi je connais pas. Non, moi je sais que c'est une équipe rugueuse, c'est une équipe technique, il y a des bons techniciens, et par contre ça y va, ça va au combat. Donc ça va être un match très engagé, je pense. Ouais, je pense qu'ils vont aussi pousser sur ce match, parce qu'ils savent qu'à la Méno, ça va être très compliqué de ramener des points. Donc forcément, ils vont jouer leur chance à 300% à la maison, telle une finale en fait. Donc vous avez vu le parcage visiteur? Magnifique, il est magnifique. Non, franchement, là, les pauvres UB, c'est dur. C'est Ouais. dur. Je parlais avec un ami à moi avant de venir à l'émission, un ami à moi croate, qui m'ont parlé du parcage, donc les cages en question là, et il me disait qu'en Croatie, apparemment, dans je ne sais plus quelle ville, il y a un centre-ville avec une grande cage sur la grande place principale, et quand tu rentres dedans, il y a un mot qui dit l'animal le plus féroce, c'est l'homme. Une fois que tu es entré dans la cage. Ce qui n'est pas complètement Voilà. faux. Donc c'est un ami à moi croate qui m'a raconté ça avant. Je vous dirai quelle ville, mais apparemment c'est assez significatif du parquage, effectivement. Ah bah là... Mais moi c'est pour ça que des fois le football me gave. Ah, c'est l'homme, hein. C'est comme ça. L'homme c'est le plus Parce qu'on sait grand pas se sauvage. tenir, donc c'est triste. Hein, T'es franchement. obligé de les enfermer dans une cage parce que manifestement, on imagine qu'il y a eu des débordements passés, etc. Bah après, À la un autre Méno c'est championnat, pas mieux. Hein. Mais pour en arriver là, c'est Oui, qu'il y a eu, à Méno, il y a eu c'est des, pas il y a eu mieux, des c'est dégâts vrai. à mon avis. C'est Hein. vrai. Si t'es à la Méno et que tu Ouais, fais partie de c'est ceux vrai, du tu vois bas rien du tout, à hein. regarder le terrain, je peux garantir que tu pleures. Et maintenant ils ont mis une séparation encore à l'intérieur. Moi, si on en est arrivé là, c'est qu'il y a des raisons. Hein. Mais je veux dire, en Angleterre, il n'y a pas ça, tu vois. Et pourtant, en Allemagne, il n'y a pas ça. C'est pas autant. Quoique Dortmund ou Schalke, les derbys de Dortmund-Schalke, c'est un peu tendu aussi. Mais je veux dire, je trouve que là, c'est à l'extrême. Moi, ça me plaît pas. Mais bon, là-bas, on sait qu'ils sont chauds aussi. Hein. Ouais. Moi, j'ai fait des déplacements à Prague. Ouais, c'est chaud. J'ai fait un match au Sparta de Prague. Je peux vous garantir que c'est très, très, très chaud. Tu te demandes à C'est pas quel le même moment. pays, du coup. Pardon ? C'est pas le même pays. Non, mais c'est L'Europe de l'Est. Tu vois, voilà, l'Europe de l'Est. Donc, oui, ben là, il y a eu des débordements de nouveau ce week-end. Et en tout cas, si vous ne savez rien sur Rijeka, vous en saurez davantage grâce à notre mini-série, épisode ce soir à 20h sur l'historique de ce club de Rijeka, l'épisode demain à 20h également sur l'analyse et le décryptage de son jeu. J'ai essayé de trouver un point fort et une faiblesse que le Racing pourrait exploiter. Et puis, épisode 3, la forme actuelle de ce club de Rijeka, vous en saurez davantage, notamment sur Donc le tu vas numéro rien 10. nous dire là. Mais non. Tu vas nous donner un petit peu. Allez, un point faible. Ok. Un point faible. Non, Si alors tu ça nous je fais- donne pas. Si tu nous fais saliver, Non, alors- ramène les chocolats. Alors ça je donne pas. Par contre, je peux vous dire que bon, c'est nul, hein, mais Rijeka veut dire rivière
pour la simple et bonne raison que Rijeka est la plus grande ville, la ville portuaire la principale de Croatie. On salue Ça me Jamil donne- ça me donne Gourmand envie. et les épicuriens. Ça me donne envie d'y aller maintenant. Voilà. Ça me donne envie d'y aller Mais maintenant, tu vois. le jeu pas différent parce qu'on l'a vu que c'était pas loin de la mer. Si tu as du vent 30-35 km/h, sachant que tout est quasiment ouvert, je pense que ça peut partir dans tous les sens. Alors, Ah, Merci. je peux vous dire un truc concret, c'est que le point fort, ça concerne le couloir droit de l'attaque de Rijeka, et le point faible, ça concerne leur relance. Voilà, j'en dis pas plus, mais vous saurez tout dans un nouveau format T'as d'ailleurs. appelé, un t'as appelé- souci. t'as appelé Gary ou pas? Hein? T'as appelé Non, Gary? il m'a pas répondu, non. Là, tu devrais. Ouais. Là, tu devrais. Mais voilà, donc cette mini-série qui sort sur Rijeka ce soir, demain et mercredi soir pour vous mettre dans les meilleures Quelle conditions. heure? Mais tu sais 20 quoi, à chaque fois. tu sais 20 quoi, heures. J'ai hâte de la voir vraiment. Le format a changé en plus, Ok. donc vous verrez. Et, Non, faut le vendre, vends-le. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui a Et changé? Le format. Mais oui, mais. C'est-à-dire qu'avant, j'étais. Avant, Il passe en 16e, ok, d'accord, merci Dorian. raconte lui. Il a dit que t'es passé en 16e. Le portrait Ah ouais, paysage. Format. Excellent. Non, avant, j'étais simplement sur ce pupitre face caméra. Désormais, je présente les éléments et les images à l'écran. Donc voilà, vous nous ferez nos retours ce soir et dans la semaine. Mais on a hâte de voir ce que vous en pensez. D'ailleurs, en attendant de vous donner nos pronostics, donnez vos pronostics dans les commentaires de cette émission. Quel score selon vous entre Rijeka et Strasbourg pour ce 8e de finale aller de Ligue Conférence? On va regarder le classement des pronostics de l'équipe de Direct Racing pour respecter la jurisprudence Julien Conrad et donner nos pronostics dans l'ordre, en commençant donc par Jonathan qui est leader de ce classement. Ça fait un moment que je donne le pronostic en premier. Hein. Oh bah écoute, sois content. Non, 1-0 pour Strasbourg. Donc 0-1 pour Jonathan. Ensuite, il y a Dorian, moi-même, donc je dirais 0-2. Rijeka Strasbourg 0-2. Ensuite, nous avons Mohamed, non, qui est monté, non Julien. Ah, On Julien. lui demandera, Bonjour, puisqu'il Julien. n'est pas là ce soir. Mohamed ensuite. Un partout. Boris. 0-4. Non. Il passe. C'est ce match. Il va mettre sa folie en Coupe Ah d'Europe. ouais. Ah ouais, bah, je Ah vois bien. Ouais. De toute façon, ils vont tout Pas lâcher. d'analyse, je pensais que tu allais te lancer sur Ah non, justification. Non, c'est Ah, juste. si, non, si, la justification, c'est que s'ils veulent gagner, ils vont être obligés d'ouvrir sur ce match. marquer parce un qu'ils- but. Ils marquent un but. Je parle de Rijeka. c'est le Mais non, mais ils vont club tout lâcher sur ce match. est À une la émission maison, d'expertise. il faut rien leur laisser. C'est pas possible. Sauf si on se fait piéger comme en poule, mais non. On nous reproche de ne pas avoir travaillé suffisamment le sujet de Rijeka. Alors, l'émission, c'est déjà l'après-match, normalement. C'était plus l'après-match que l'avant-match, on est d'accord. Bien sûr, tout à fait. Et puis, pour la préparation du match, de manière très sérieuse, on laisse Dorian, qui fait justement cette mini-série. Voilà, on rigole depuis avant, mais c'est une mini-série qui fait avec beaucoup d'attention. Donc, je vous garantis que là, vous allez apprendre des choses et il a bien travaillé son sujet, donc vous en faites pas. Vous allez retrouver ça sur Direct Racing dès ce soir. Voilà. Et puis, si il considère que la mini-série n'est pas assez complète, eh ben, viens être mon co-auteur et on écrit ça ensemble. Voilà. Dimitri, Maxime, on leur demandera. Florian, le score Rijeka Strasbourg. 1-3 pour Florian et Elliot qui clôturent ce classement. On lui demandera également. Il y a quelqu'un qui nous a reproché qu'il n'y avait rien à gagner dans ce truc, dans notre truc des pronostics. Je me rappelle plus du commentaire exact. Alors, mais Deux choses. on gagne rien à vos pronostics. Voilà. Si la gloire déjà pour commencer. Ouais, je Alors- confirme, je l'ai gagné plusieurs fois et j'ai jamais eu. Alors, justement, deux On choses. va se rattraper. La première, c'est que, on l'a dit, on n'a pas encore tranché sur le lot du gagnant, mais il faudrait quand même que le gagnant de ce concours obtienne quelque chose. Il faut qu'on décide. Je Bien pense sûr. qu'on Non, décidera en direct dans une émission, mais il faut qu'on décide quelque chose. Il faut auprès du grand public, auprès des supporters qui suivent Direct Racing, la saison prochaine, on mettra quelque chose Ouais, en voilà. jeu, quelque chose de concret. On verra avec un partenaire, sans doute pour faire gagner un beau cadeau. Donc. C'est la deuxième chose que je voulais amorcer. Ah pardon, Non, mais Voilà. transition parfaite. Il y a des chances que la saison prochaine, on fasse un concours de pronostics géant avec toute notre communauté, avec des lots à gagner. On n'annonce rien parce que Non, c'est pas officiel. parce que c'est pas Mais c'est une idée qui nous trotte dans la tête parce que les pronostics vous passionnent et qu'on aimerait beaucoup vivre une saison, un concours de pronostics en votre Tout à compagnie. Donc voilà, plusieurs choses vous attendent. Moi, j'ai une idée. Oui. Le gagnant du pronostic des supporters sera invité une fois sur le plateau. Par exemple Voilà. Par Je ne plus qui à- sera à- ultra. À la place de qui Je crois qu'il ne regardait pas. À la place de qui, Momo Bon, on fera un tirage au sort. Le moins bon des pronostiqueurs, elle sera à sa place. Ah, le Ah dernier. C'est une Voilà. bonne idée. Ah, ça, c'est bon. Alors ça. ça, c'est bon, Momo.
Ça, c'est bon. Alors ça, c'est très très bon. Donc là, on peut déjà, et tu vois, ça, il n'y a pas besoin de partenaire. Le premier de la saison prochaine sera invité sur le plateau. On peut faire à mi-saison, tu vois, parce que sinon, attends tout. Oui. À mi-saison. Et le dernier du classement du club 1906, il cède sa pas place. mal. Voilà. C'est beau ça. C'est Ah, un ça met du changement, la piment, Gary là. O'Neill. Ah, j'avoue que là, Parce que les places sont chères sur le plateau du Direct Racing. Il faut trouver des innovations. C'est un peu comme dans Koh-Lanta, t'as vu, il y a toujours des nouvelles règles pour mettre un peu de piment. c'est beau ça. Bien les amis, on va clôturer cette émission. Merci encore à toutes et tous de nous avoir suivis. Florent Fischer, merci beaucoup. Jonathan Lebling, Mohamed Sialiti, Boris Coriol, merci d'avoir passé ce lundi soir en notre compagnie. Merci à vous. Derrière cet écran, en direct puis en replay, on va vivre une belle semaine avec 2 matchs, un rendez-vous en Ligue Conférence et une réception du Paris FC dimanche en Ligue 1. Ça fait du bien, on va la vivre de bon cœur cette fin de saison, les amis. 4 matchs. C'est moi qui ai eu l'idée, ça se trouve, c'est moi qui vais laisser ma place, tu vois. 4 matchs là. Non, mais on a 4 matchs à jouer avant une trêve. Hein. Ça va jouer Fin tous mars, les 3 jours. Et ensuite, on a une petite trêve. Donc, ça va nous faire du bien. Ça va faire du bien à tout le monde. Ça va faire du bien à Gary O'Neill qui va récupérer des joueurs. C'est pour ça que je suis un peu moins inquiet aussi pour la Ligue 1. Moreira, il en a 2 semaines encore 3 semaines 2 semaines et demie, ouais. 3 semaines, ouais. Ouais, donc il sera de retour après la trêve. De toute façon, ça sert à rien de prendre le risque maintenant de gratter Oui, un match pour gratter un match. Et je pense qu'il reviendra en même temps que Emega. Ce sera le mot de la fin, les amis. C'est la fin de ce Club 1906. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc ce soir pour l'épisode 1 de la mini-série. L'épisode 2 demain, l'épisode 3 mercredi. Et puis vendredi pour le débrief de Rijeka Strasbourg en Ligue Conférence. D'ici là, bonne soirée, bonne semaine et à bientôt. Salut!